Peu importe qui votre père est censé être. Vous deux, vous ne montez pas dans ce jet. La voix du capitaine Preston Manning trancha l'air dans le terminal privé immaculé de l'aéroport exécutif de Miami comme une gifle, alors qu'il dévisageait les deux adolescentes noires de 17 ans. Zara et Yolanda Whitmore se tenaient là, serrant leurs documents de confirmation de vol charter, leurs uniformes de la Wellington Academy les identifiant comme des élèves de l'une des écoles préparatoires les plus prestigieuses de Floride. Les autres clients, attendant dans le salon de luxe, échangeaient des regards entendus et des sourires narquois. Encore un cas d'adolescent gâté essayant de manipuler le système, pensant qu'il pourrait s'introduire par la parole dans des jets privés qu'il ne pouvait manifestement pas se permettre. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'incertitude dans la voix de Zara disparut. Ses épaules se redressèrent. Quand elle leva son téléphone et regarda directement le capitaine Manning, quelque chose brûlait dans ses yeux sombres qui figea son sourire condescendant sur son visage. « Nous appelons notre père, dit-elle, sa voix n'étant plus suppliante. Elle était calme, maîtrisée et absolument terrifiante. Un silence de mort s'abattit sur le terminal privé. Les doigts de Preston s'immobilisèrent au milieu d'un geste. Le client au sourire narquois sembla soudain mal à l'aise car tout le monde réalisa qu'ils avaient traité exactement la mauvaise famille avec un tel préjugé. Le terminal d'aviation privé de l'aéroport bourdonnait de son élégance contrôlée habituelle en ce mardi matin d'octobre frais et vif. Le vol charter SE4471 de Skyline Executive Aviation à destination de Boston devait partir dans 2 heures, donnant aux jumelles identiques amplement le temps de gérer ce qui aurait dû être un processus d'embarquement de routine pour leur important voyage de visites universitaires. Zara et Yolanda Whitmore avaient planifié ce voyage pendant des mois. À 17 ans, elle figurait parmi les élèves les plus prometteuses de la Wellington Academy. Zara, avec sa moyenne de 4.0 et son admission anticipée au programme de pré-droit de Harvard, Yolanda, avec ses scores parfaits au SAT et ses offres de bourse d'études de l'école de commerce de Yale. Leur père, Victor Whitmore, avait finalement accepté de louer un jet privé pour leurs entretiens universitaires, un jalon qui représentait la confiance, l'indépendance et le début de leur vie d'adulte. Ce qui rendait ce voyage encore plus spécial, c'est que c'était la première fois que Victor permettait à ses filles de gérer elles-mêmes les arrangements du vol charter, en utilisant le compte d'entreprise familiale mais en gérant toute la logistique de manière indépendante. Le vol charter avait été réservé une semaine plus tôt via le portail premium de Skyline Executive, avec un paiement intégral traité et une confirmation reçue en quelques heures. Les jumelles s'approchèrent du comptoir d'enregistrement de Skyline Executive Aviation avec la confiance tranquille qui découlait d'une excellente éducation et d'affaires légitimes. Leur confirmation de vol charter, imprimée à la maison, indiquait clairement une heure de départ de 11 heures pour l'aéroport de Boston-Logan, avec un retour prévu le jeudi soir. Leur carte d'identité d'étudiante de la Wellington Academy était impeccable, leur excitation à peine contenue sous leurs extérieurs composés. Kyle Morrison leva les yeux de son terminal informatique avec l'efficacité rodée de quelqu'un qui avait traité des milliers de clients fortunés. Mais quand ses yeux se posèrent sur les deux jeunes femmes noires devant lui, quelque chose changea dans son comportement. Le sourire professionnel devint tendu, le ton accueillant devint prudent. Confirmation de vol charter et pièce d'identité, dit-il, sa voix nettement plus froide qu'elle ne l'avait été pour l'homme d'affaires blanc qu'il venait d'aider à monter à bord d'un Gulfstream G650 similaire. Zara plaça leurs documents sur le comptoir de marbre avec une précision méticuleuse. Bonjour. Nous nous enregistrons pour le vol charter de Boston, départ à 11 heures. Kyle prit leur confirmation de vol charter, ses sourcils se haussant alors qu'il examinait l'affectation du jet privé et le forfait de service premium. Il retourna les documents, les tint à la lumière et les examina avec le genre de minutie généralement réservé aux faux suspects. Ça n'a pas l'air correct, annonça-t-il, assez fort pour que les autres clients puissent l'entendre. Où avez-vous obtenu cette confirmation de vol charter? La mâchoire de Yolanda se serra légèrement, mais sa voix resta ferme. Notre père a arrangé le vol charter directement via le site web de Skyline Executive. Y a-t-il un problème avec la documentation? Les lèvres de Kyle se pressèrent en une ligne fine alors qu'il continuait d'examiner des papiers qui étaient clairement légitimes et professionnellement imprimés. Je vais devoir vérifier cela avec le système. Attendez ici. Il disparut dans un bureau annexe, emportant leurs documents avec lui. Les jumelles restèrent au comptoir pendant près de 20 minutes tandis que d'autres clients étaient traités efficacement autour d'elles. Elle pouvait sentir les regards, entendre les commentaires chuchotés et percevoir les suppositions faites sur deux adolescentes noires avec un vol charter privé valant plus que les salaires annuels de la plupart des gens.
Le retard était atroce. Zara vérifia son téléphone à plusieurs reprises, inquiète pour leur emploi du temps serré. Leur premier entretien universitaire était prévu à 15 h à Harvard, suivi d'un dîner avec les administrateurs de Yale. Manquer ce vol charter signifierait manquer des opportunités qu'elles avaient travaillé des années à gagner. Quand Kyle revint finalement, il plaça de nouveaux documents sur le comptoir avec un air de fausse autorité et une satisfaction à peine dissimulée. Il y avait un problème dans le système, annonça-t-il assez fort pour que tout le monde à proximité puisse l'entendre. Ce vol charter a été annulé en raison de problèmes de traitement de paiement. Ce qui se passa ensuite allait changer tout ce que les jumelles pensaient savoir sur l'aviation privée. Zara examina l'avis d'annulation avec une confusion et une inquiétude croissantes. Le document semblait officiel, mais quelque chose semblait fondamentalement faux dans toute cette situation. Mais cela montre que le vol charter a été arrangé et confirmé la semaine dernière, dit-elle, sortant son téléphone pour accéder à leur confirmation par email. Notre père a le reçu de réservation montrant que le paiement intégral a été traité avec succès. Kyle se pencha sur le comptoir de marbre, baissant la voix avec une hostilité à peine dissimulée qui fit que les clients à proximité se tournèrent pour regarder. Écoutez, je ne sais pas à quel jeu vous deux essayez de jouer ici, mais certaines personnes doivent comprendre que l'aviation privée n'est pas pour tout le monde. Vous devriez être reconnaissante que les compagnies aériennes commerciales existent pour les personnes dans votre situation. L'expression « certaines personnes » flottait dans l'air comme un gaz toxique. Il n'y avait absolument aucune erreur possible sur sa signification, et les sous-entendus raciaux étaient limpides pour quiconque était à portée de voix. Les mains de Yolanda se serrèrent sur les côtés, tout son corps se tendit d'une juste indignation. Mais Zara plaça une main sur le bras de sa sœur pour la retenir. Leurs parents et les conseillers de la Wellington Academy leur avaient enseigné que les manifestations de colère de jeunes femmes noires étaient trop souvent utilisées comme une arme contre elles, servant de justification à un traitement encore pire. Notre père a spécifiquement arrangé ce vol charter via votre portail d'entreprise premium, insista Zara, gardant sa voix calme et professionnelle malgré le feu croissant dans sa poitrine. Le numéro de confirmation est ce 4471, et j'ai la chaîne de mails complète documentant la transaction. J'aimerais parler à un superviseur, s'il vous plaît. Le sourire de Kyle devint prédateur, révélant des dents qui semblaient plus pointues qu'elles ne devraient l'être. Les superviseurs sont en réunion importante avec de vrais clients. Si vous avez un problème avec l'annulation, vous pouvez en parler au service client. Ils ont un service des plaintes spécifiquement pour ce genre de situation. Suivant. Le renvoi fut brutal et définitif. Kyle avait déjà tourné son attention vers le client suivant dans la file, un homme blanc d'âge moyen en costume coûteux qui reçut l'accueil chaleureux et professionnel qui avait été refusé aux jumelles. Humiliés, en colère et de plus en plus désespérés face à leur emploi du temps serré, les jumelles récupérèrent leurs documents altérés et s'éloignèrent du comptoir. D'autres clients les fixaient du regard alors qu'elles passaient, certains avec ce qui semblait être de la sympathie, mais la plupart avec la satisfaction suffisante d'avoir leurs suppositions inconscientes confirmées. Deux adolescentes noires n'avaient manifestement pas leur place dans le monde de l'aviation privée. Nous devrions appeler papa tout de suite, chuchota Yolanda avec urgence alors qu'elle trouvait un coin tranquille du terminal. C'est insensé, et nous allons manquer nos entretiens. Non, répondit Zara fermement, bien que le doute commençât à s'insinuer dans sa voix. Il nous a spécifiquement dit qu'il avait cette réunion de conseil cruciale aujourd'hui avec les plus grands investisseurs de l'entreprise. Il nous a demandé de ne pas l'appeler à moins d'une véritable urgence vitale, et il nous a fait confiance pour gérer ce voyage indépendamment. Pour moi, ça ressemble à une véritable urgence, rétorqua Yolanda, sa frustration commençant enfin à se manifester. Nous allons d'abord nous en occuper nous-mêmes, assura Zara à sa sœur, bien qu'elle commençât à se demander si elle le pouvait vraiment. Essayons de parler à la sécurité de l'aéroport. Peut-être qu'ils pourront vérifier nos documents indépendamment. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que Kyle Morrison était déjà au téléphone avec divers services de l'aéroport, dressant un tableau détaillé de deux adolescentes suspectes qui avaient tenté d'utiliser ce qui semblait être des confirmations de vols charter frauduleuses. La discrimination qu'elles venaient de subir au comptoir d'enregistrement n'était que le début d'une campagne systématique visant à les expulser complètement de l'aéroport. Mais la vérité sur leur traitement était encore plus choquante qu'elles ne l'imaginaient. Le point de contrôle de sécurité du terminal privé aurait dû être une formalité de routine. Zara et Yolanda avaient voyagé de nombreuses fois auparavant, comprenaient les procédures standards et avaient soigneusement emballé leurs affaires pour éviter toute complication ou retard.
Mais alors qu'elles s'approchaient de la zone de contrôle avec leurs documents de vol charter annulés, elles remarquèrent immédiatement quelque chose de profondément troublant. Les clients blancs passaient le point de contrôle avec une interaction minimale et une courtoisie professionnelle, tandis que les voyageurs qui leur ressemblaient étaient soumis à des procédures de contrôle supplémentaires avec une fréquence suspecte. Pour une sélection aléatoire pour un contrôle de sécurité renforcé, annonça l'agent Parker Mitchell, bien qu'il n'y eût absolument rien d'aléatoire dans la façon dont ses yeux avaient suivi les jumelles dès leur entrée dans la zone de sécurité. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui avait pris ce genre de décision des centaines de fois auparavant. Les jumelles furent dirigées vers une voie de contrôle séparée, physiquement isolée du flux général des clients et soumise à un niveau de minutie complètement différent. Leurs affaires soigneusement emballées furent jetées sans ménagement sur des tables en acier inoxydable pour une inspection invasive, et les mains de l'agent Mitchell furent délibérément brusques alors qu'ils fouillaient leurs effets personnels, examinant leurs appareils électroniques et leurs documents avec une suspicion exagérée. « Quel est cet appareil » demanda Mitchell, tenant l'ordinateur portable de Zara comme s'il s'agissait d'une arme potentielle plutôt que d'un équipement étudiant standard. « C'est un ordinateur portable pour l'école », répondit calmement Zara, luttant pour garder sa voix calme et professionnelle. « J'en ai besoin pour mes entretiens universitaires et pour accéder à mes dossiers académiques. » Mitchell ouvrit l'appareil sans permission, faisant défiler ses fichiers sans aucune autorité légale pour effectuer une telle recherche. Beaucoup de documents juridiques et de papiers académiques ici. Vous êtes une sorte d'activiste ou de fauteur de troubles ? La question était chargée d'accusations et de profilage racial. Les documents juridiques de Zara étaient des travaux de recherche pour sa classe de gouvernement AP, des essais de demande de bourse et des matériels de préparation universitaire, le travail académique tout à fait normal d'une étudiante très performante se préparant à l'admission à l'université. Je suis intéressé par une carrière en droit, répondit Zara prudemment, reconnaissant que toute manifestation d'indignation serait utilisée contre elle. Ce sont des devoirs scolaires et des documents de candidature à l'université. L'expression de Mitchell suggérait qu'il ne croyait pas un seul mot de son explication. Il passa 15 minutes supplémentaires à examiner chaque fichier, chaque document, chaque logiciel sur son ordinateur, créant un spectacle évident qui attira les regards et les commentaires chuchotés des autres clients. Lorsqu'il découvrit les médicaments contre les allergies sur ordonnance de Yolanda dans son bagage à main, il tint la bouteille de pharmacie clairement étiquetée comme s'il avait découvert de la contrebande dangereuse. « Que sont ces pilules » demanda-t-il à voix haute. « C'est tyrosine », expliqua Yolanda avec une patience forcée, sa voix tendue d'une frustration à peine contrôlée. « Pour les allergies saisonnières. » Les informations de prescription sont clairement imprimées sur la bouteille, y compris mon nom, le médecin prescripteur et la pharmacie qui l'a délivré. Mais Mitchell appelait déjà son superviseur, créant un drame inutile et un embarras public autour de médicaments tout à fait légaux, manifestement prescrits et correctement étiquetés. La fouille corporelle renforcée qui suivit fut invasive, humiliante et délibérément excessive. Les mains des agents s'attardaient de manière inappropriée. Leur fouille était bien plus intrusive que tout ce qui pouvait être justifié par des préoccupations de sécurité, et leurs commentaires bruyants sur les affaires et l'apparence des jumelles créaient un spectacle public conçu pour embarrasser et intimider. « Il faut toujours être très prudent avec ce genre de personnes », annonça Mitchell à son collègue d'une voix assez forte pour que tout le monde dans la zone puisse l'entendre clairement. On ne sait jamais ce qu'il pourrait cacher ou quel genre de problème il prévoit de causer. Une femme blanche attendant dans la file d'attente de sécurité générale sortit son téléphone pour enregistrer le harcèlement évident et le traitement discriminatoire, mais fut immédiatement approchée par du personnel de sécurité supplémentaire et forcée de supprimer les images sous la menace d'une détention. Tout témoin potentiel de la discrimination systématique fut rapidement réduit au silence ou intimidé pour qu'il se conforme. Au moment où elles furent finalement autorisées à passer, 1 heure complète s'était écoulée. Leurs affaires avaient été négligemment et irrespectueusement remballées. L'ordinateur portable de Zara montrait de nouvelles égratignures et bosses dues à une manipulation brutale, et elle se rapprochait dangereusement de leur heure de départ, sans aucune marge pour des retards supplémentaires. « Bon vol », dit Mitchell avec une fausse douceur et un sarcasme évident. « Dépêchez-vous cependant. J'entends dire que les compagnies de vol charter privées sont très strictes sur les heures de départ, surtout pour les clients qui peuvent réellement se permettre leur service. » Personne ne savait que chaque mot était enregistré comme preuve. Alors qu'elles se hâtaient à travers le terminal vers leur porte d'embarquement, essayant désespérément de rattraper le temps perdu, Yolanda sortit son téléphone avec des mains qui tremblaient encore de colère et d'humiliation. « Nous devons appeler papa tout de suite », dit-elle d'urgence. Ça va bien au-delà du ridicule. C'est du harcèlement systématique,
et nous allons manquer nos entretiens universitaires à cause de la discrimination. Zara vérifia l'heure sur son téléphone et secoua la tête avec une réticence visible. Il est en session de stratégie à huis clos avec le conseil d'administration en ce moment. Son assistante nous a spécifiquement dit qu'il ne pouvait être dérangé pour aucune raison, sauf une véritable urgence vitale, et il nous a fait confiance pour gérer cela indépendamment. Ce qu'elles ignoraient, c'est que leur père, Victor Whitmore, était en fait assis dans son bureau privé au siège de Skyline Executive Aviation à ce moment précis, menant son évaluation mensuelle complète de la culture d'entreprise et de la qualité du service client. En tant que propriétaire et PDG de l'entreprise, une position qu'il gardait strictement privée pour protéger sa famille de l'attention indésirable et permettre une évaluation honnête du comportement des employés, il examinait des rapports détaillés sur le service client qui dressaient un tableau de plus en plus troublant de la discrimination même que ses filles subissaient en temps réel. Les jumelles n'eurent pas le temps de prendre un repas correct, mais elles avaient désespérément besoin de manger quelque chose avant leur longue journée d'entretiens universitaires. Leur tentative de prendre une collation rapide au Sky Lounge Café fut accueillie par le même schéma d'hostilité et de discrimination qu'elles avaient rencontré partout ailleurs dans le terminal. L'hôtesse, Paige Sterling, leva les yeux de son téléphone avec un dégoût à peine dissimulé et un agacement évident en voyant les deux adolescentes noires s'approcher de son poste. « Combien, demanda-t-elle sèchement, sont honnêtement différents de l'accueil chaleureux et accueillant qu'elle venait de donner au couple blanc juste devant elle. »« 2, s'il vous plaît, répondit poliment Zara, conservant son calme malgré tout ce qu'elles avaient traversé. Paige fit une démonstration exagérée de vérification de sa tablette de réservation, faisant défiler les écrans et fronçant les sourcils comme si elle traitait un problème logistique incroyablement complexe. « Il y aura environ 45 minutes d'attente pour une table, annonça-t-elle avec une satisfaction évidente. Yolanda jeta un coup d'œil autour du restaurant avec incrédulité aux nombreuses tables vides clairement visibles dans la salle à manger. Mais il y a plusieurs tables libres juste là, et d'autres se libèrent au fur et à mesure que les gens finissent leur repas. Celles-ci sont toutes réservées, répondit Paige sèchement, sans prendre la peine de lever les yeux de sa tablette ni de reconnaître la contradiction évidente. Votre site web indique clairement que vous ne prenez pas de réservation, fit remarquer Zara, sortant la page officielle du restaurant sur son téléphone pour afficher la politique. Il est spécifiquement dit que les places sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le visage de Paige rougit d'irritation d'avoir été prise en flagrant délit d'un mensonge si évident. Eh bien, les informations du site web sont obsolètes et incorrectes. Nous prenons définitivement des réservations maintenant, et toutes les tables que vous voyez sont déjà prises par des réservations confirmées. Comme si toute la scène avait été méticuleusement chorégraphiée, un couple blanc entra directement derrière les jumelles, sans reconnaître la conversation en cours ni le fait que d'autres clients étaient clairement devant eux dans la file. Paige s'éclaircit immédiatement d'une chaleur et d'une hospitalité sincère. 2 pour le déjeuner ? Par ici. J'ai la table parfaite disponible immédiatement. Elle saisit les menus et escorta personnellement le couple vers l'une des tables soi-disant réservées, les installant avec un enthousiasme et une efficacité évidents qui contrastaient fortement avec l'hostilité et l'obstruction qu'elle avait montrée aux jumelles. « Excusez-moi » appela Yolanda après elle, sa patience s'épuisant dangereusement. Nous étions ici les premières, et vous venez de nous dire qu'il n'y avait pas de table disponible avant 45 minutes. Paige se retourna avec un agacement évident et une colère à peine dissimulée. Y a-t-il un problème ici ? Le gérant, Lance Morrison, apparut comme s'il avait attendu en coulisses ce moment précis. Son étiquette d'identification le désignait clairement comme responsable, mais son comportement et son langage corporel suggéraient qu'il avait déjà décidé comment cette interaction allait se terminer. Ces filles causent une perturbation, expliqua rapidement Paige, délibérément déformant toute la situation. J'ai expliqué notre politique de réservation et les temps d'attente, mais elles exigent une place immédiate et remettent en question nos procédures. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, intervint calmement mais fermement Zara. Votre hôtesse nous a dit qu'il y avait 45 minutes d'attente parce que toutes les tables étaient réservées, mais il y a clairement des tables libres partout dans le restaurant, et elle vient d'asseoir des gens qui sont arrivés après nous. L'expression de Lance ne changea pas d'un iota. Il n'avait pas quitté les jumelles des yeux depuis son arrivée, n'avait pas pris la peine de regarder les tables vides ou le couple nouvellement assis, et n'avait clairement aucun intérêt à entendre leur version de l'histoire. Je comprends que vous soyez contrarié par le temps d'attente, mais je vais devoir vous demander de baisser la voix, dit-il, bien que les deux filles aient parlé calmement et professionnellement tout au long de l'interaction. Nous avons des clients payants qui essaient de profiter de leur repas dans un environnement paisible. La menace était implicite, mais limpide.
Conforme-vous à la discrimination en silence ou faites face à des conséquences croissantes. Rosa Kingsley, une serveuse latino qui avait observé l'interaction avec une inquiétude croissante et un malaise évident, s'approcha prudemment du groupe. Elle voulait clairement aider, mais avait peur des conséquences potentielles. « Lance, je peux certainement les asseoir à l'une de mes tables », proposa-t-elle discrètement. La table 12 vient de finir son repas et est prête à être nettoyée et dressée. Ne vous mêlez pas de cette situation, Rosa, claqua Lance sans même la regarder. Allez voir vos autres clients et laissez la direction prendre les décisions de gestion. Rosa hésita un instant, déchirée entre suivre les ordres directs de son superviseur et faire ce qui était évidemment juste. Avec un regard d'excuse aux jumelles qui traduisait sa véritable sympathie, elle recula à contre-cœur, mais non sans glisser discrètement sa carte de visite dans la main de Zara, un petit acte de solidarité et de témoignage qui s'avérerait crucial plus tard. « Écoutez, dit Lance, sa voix tombant à un chuchotement menaçant que seules les jumelles pouvaient entendre. Je vous suggère fortement de trouver un autre endroit pour manger. Nous nous réservons le droit de refuser le service à quiconque, et en ce moment, vous n'êtes pas les bienvenus dans cet établissement. » Le message était inéquivoque et brutalement clair. Il ne s'agissait pas de politique de restaurant, de temps d'attente ou de système de réservation. Il s'agissait entièrement de savoir qui avait sa place dans les établissements de première classe et qui n'en avait pas. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'un seul coup de fil clouerait au sol chaque avion de la flotte Skyline exécutive. Affamées, frustrées et de plus en plus démoralisées par la discrimination systématique à laquelle elles avaient fait face à chaque étape, les jumelles se dirigèrent finalement vers la porte d'embarquement pour le vol charter SE4471. Le Gulfstream G650 rutilant se tenait sur le tarmac comme un symbole de luxe et d'exclusivité qui semblait de plus en plus hors de leur portée malgré des confirmations légitimes et des relevés de paiement. La zone de la porte d'embarquement était animée d'une activité de pré-embarquement lorsque Zara et Yolanda arrivèrent. D'autres clients faisaient déjà la queue pour le processus d'embarquement, discutant nonchalamment d'affaires et de projets de vacances avec la confiance aisée des gens qui appartenaient à ce monde sans question. Les jumelles vérifièrent leurs documents une dernière fois, leur email de confirmation de vol charter original, l'avis d'annulation de Kyle Morrison et la carte de visite de Rosa avec ses coordonnées pour déposer une plainte officielle plus tard. Quelque chose semblait toujours fondamentalement faux dans toute cette situation. Zara sortit son téléphone et accéda à son email, faisant défiler leur correspondance jusqu'à ce qu'elle trouve la trace écrite complète de leur réservation originale. La preuve était claire et indéniable. Victor Whitmore avait arrangé le vol charter directement via le portail d'entreprise premium de Skyline Executive, avec un paiement intégral traité immédiatement et une confirmation reçue en quelques heures. « Regarde ça », chuchota-t-elle à Yolanda, montrant l'écran à sa sœur. L'email de confirmation original de papa montre que tout a été géré directement via le système de Skyline Executive. Kyle Morrison nous a complètement menti au sujet des problèmes de paiement. La mâchoire de Yolanda se serra de colère alors qu'elle examinait la documentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas exactement se forcer à monter dans un jet privé, et on manque de temps pour nos entretiens. Nous documentons absolument tout, décida Zara, sa voix prenant le ton méthodique et analytique qui avait fait d'elle la capitaine vedette de l'équipe de débat de la Wellington Academy et la championne du procès simulé. Si nous voulons combattre cette discrimination systématique, nous avons besoin de preuves complètes qui ne peuvent être contestées ou rejetées. Elles s'approchèrent du bureau de l'agent de la porte où une représentante harcelée nommée Olivia Payton traitait les demandes des clients et les procédures d'embarquement avec une efficacité mécanique. Lorsque les jumelles présentèrent leur cas, montrant l'email de confirmation original par rapport à l'avis d'annulation actuel, Olivia leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur. L'agent d'enregistrement a effectué les ajustements appropriés basés sur les alertes du système, dit-elle avec dédain, comme si elle discutait de paperasserie administrative de routine plutôt que de discrimination potentielle. S'il y avait une erreur dans votre réservation originale, elle a été corrigée par les voies appropriées. Mais voici la chaîne de confirmation par email complète, insista Zara, tournant l'écran de son téléphone vers Olivia pour afficher la preuve. Mon père a spécifiquement arrangé ce vol charter via votre portail d'entreprise premium. Ce n'est pas une erreur de réservation. C'est une annulation non autorisée sans justification. Olivia leva enfin les yeux de son ordinateur. Son expression suggérait qu'on lui demandait de résoudre un problème technique incroyablement complexe plutôt que de vérifier une simple réservation de vol charter qui devrait prendre 30 secondes à confirmer. Je ne vois aucune trace d'une plainte officielle déposée via notre service client, dit-elle avec une indifférence bureaucratique.
Et même s'il y avait une sorte d'erreur système, l'avion est déjà configuré pour le manifeste client actuel. Il n'y a rien que je puisse faire à ce stade. C'était un mensonge transparent, et toutes les personnes impliquées le savaient parfaitement. Le Gulfstream G650 était configuré pour accueillir jusqu'à 19 passagers dans des aménagements de sièges de luxe, et Olivia avait l'autorité complète de rétablir leur réservation de vol charter en quelques frappes de clavier. Mais elle n'allait pas utiliser cette autorité pour deux adolescentes noires qui, selon elle, n'avaient probablement pas leur place dans les jets privés de toute façon. Yolanda sortit son téléphone pour documenter l'interaction et créer un enregistrement de la discrimination en cours. Mais Olivia devint immédiatement hostile et agressive. L'enregistrement dans la zone de la porte n'est pas autorisé en vertu des réglementations de l'aviation fédérale, claqua-t-elle, bien qu'elle déformait complètement les politiques réelles. Rangez immédiatement cet appareil ou j'appellerai la sécurité. Nous n'enregistrons pas la zone de la porte ni aucune procédure de sécurité, répondit calmement Yolanda, conservant son calme malgré sa frustration croissante. Nous documentons notre interaction avec le service client pour d'éventuelles plaintes pour violation des droits civiques. Rangez-le maintenant. Les jumelles échangèrent des regards significatifs. Elles étaient systématiquement bloquées et intimidées à chaque étape du processus, mais elles n'allaient pas abandonner ni accepter la discrimination passivement. Ce qui vint ensuite choqua tout le monde à l'aéroport exécutif de Miami. Alors que le processus d'embarquement commençait, les jumelles observèrent avec une consternation croissante d'autres clients passer les procédures avec une efficacité fluide et une courtoisie professionnelle. Le contraste entre leur traitement et celui de tous les autres devenait de plus en plus impossible à ignorer ou à rejeter comme une coïncidence. Mais le capitaine Preston Manning, qui avait effectué son dernier briefing de prévol et ses vérifications de sécurité, surveillait la situation à distance. En tant que pilote le plus ancien de Skyline Executive et vétéran de l'entreprise avec plus de 15 ans d'expérience, il commandait un respect et une autorité significatifs au sein de l'organisation. Malheureusement, comme beaucoup de ses collègues, il avait développé des hypothèses profondément enracinées sur qui avait sa place dans le monde raréfié de l'aviation privée de luxe. Lorsque les jumelles s'approchèrent finalement de l'entrée de l'avion avec leurs documents, le capitaine Manning les attendait avec une suspicion évidente et une hostilité à peine dissimulée. « Bonjour, mesdames, dit-il avec une fausse amabilité qui ne trompait personne. Je devrais examiner vos confirmations de vol charter avant que vous ne puissiez monter à bord. Preston prit leurs documents et commença à les examiner avec une minutie théâtrale et exagérée, les tenant à la lumière, les comparant aux informations sur sa tablette, et fronçant les sourcils comme s'il avait découvert des divergences majeures ou des problèmes de sécurité. Il semble y avoir un problème important ici, annonça-t-il assez fort pour que les autres clients et le personnel de l'aéroport puissent l'entendre clairement. Ces documents semblent avoir été altérés ou modifiés. Veuillez vous mettre de côté pendant que je vérifie leur authenticité. Quel genre d'altération, demanda Zara, bien qu'elle se doutait déjà où cela menait. Le formatage ne correspond pas à nos confirmations de vol charter standard, et il y a plusieurs incohérences dans les codes de réservation, affirma Preston, inventant des problèmes techniques qui n'existaient pas. Je vais devoir voir des pièces d'identité supplémentaires et une preuve de paiement. C'était une accusation complètement absurde. La confirmation de vol charter avait été imprimée directement depuis leur email ce matin-là et ne montrait absolument aucun signe de falsification, de modification ou d'altération, mais Preston créait une scène publique, attirant le maximum d'attention sur les jumelles et les présentant comme des menaces potentielles pour la sécurité ou des fraudeuses. Voici nos cartes d'identité d'étudiantes de la Wellington Academy, expliqua Yolanda, produisant leurs cartes d'identification officielles. Elles incluent le sceau de l'école, nos photographies et les signatures autorisées des administrateurs scolaires. Preston inspecta les pièces d'identité avec la même suspicion théâtrale qu'il avait montrée pour leurs autres documents. Les pièces d'identité étudiantes peuvent être facilement fabriquées avec la technologie moderne. J'ai besoin de quelque chose de plus officiel et délivré par le gouvernement. Nous avons 17 ans, fit remarquer Zara avec une patience forcée. Nous n'avons pas encore de permis de conduire, et Skyline Executive a spécifiquement confirmé que ces pièces d'identité étaient suffisantes lorsque notre père a arrangé la réservation du vol charter. Preston tendit la main vers sa radio avec un drame évident et de l'autosatisfaction. Sécurité à la porte d'embarquement S 4471, s'il vous plaît. Nous avons une situation nécessitant une assistance immédiate. L'annonce résonna à travers le terminal, faisant que les clients à proximité interrompirent leur conversation et regardèrent ce qui semblait être l'arrestation de deux adolescentes criminelles.
Certains sortirent leur téléphone pour enregistrer ce qu'ils supposaient être une arrestation, tandis que d'autres chuchotaient entre eux à propos de menaces de sécurité et de comportements suspects. C'est de la discrimination, déclara fermement Yolanda, ne voulant plus prétendre que tout cela n'était qu'une série de malentendus malheureux ou d'erreurs administratives. Nous avons des confirmations de vol charter légitimes et des pièces d'identité appropriées. Vous nous empêchez d'embarquer parce que nous sommes noirs. Le visage de Preston rougit de colère d'avoir ses motivations mises en lumière si directement et publiquement. C'est une accusation très grave, jeune femme. Je pourrais vous faire arrêter et vous interdire d'aéroport pour avoir fait de fausses déclarations contre le personnel de la compagnie aérienne. La menace planait dans l'air comme une épée, conçue pour les intimider pour qu'elles se taisent et se conforment. Mais avant que la situation ne puisse dégénérer davantage, une nouvelle voix entra dans la conversation avec une autorité qui sembla changer toute la dynamique. Quel semble être le problème ici, capitaine Manning? C'est alors que la véritable vérité sur Skyline Executive émergea. La femme qui s'approcha avait peut-être une cinquantaine d'années, avec la peau foncée, des cheveux grisonnants tirés en un chignon professionnel soigné, et un comportement qui suggérait une expérience et une autorité significative. Son étiquette d'identification la désignait comme Simon Bradford, superviseur. Pendant un instant, les jumelles ressentirent une vague d'espoir et de soulagement. Sûrement une autre femme noire comprendrait exactement ce qui se passait et interviendrait en leur nom pour arrêter la discrimination évidente. Elle ne pouvait pas avoir eu plus catastrophiquement tort. Simon Bradford avait passé 15 années exténuantes à gravir les échelons de l'entreprise chez Skyline Executive Aviation, luttant contre les obstacles systémiques et les biais inconscients à chaque étape. Elle avait appris tôt dans sa carrière que la survie dans le système signifiait ne jamais faire de vagues, ne jamais remettre en question le statu quo, et certainement ne jamais prendre le parti des clients qui se plaignaient de discrimination. Elle était devenue exactement ce que l'entreprise voulait et dont elle avait besoin, un visage noir dans la direction, offrant une couverture parfaite pour des politiques et des pratiques qui affectaient de manière disproportionnée les personnes qui lui ressemblaient exactement. Ces deux-là prétendent que leurs documents de vol charter sont légitimes, expliqua le capitaine Manning, délibérément déformant toute la situation pour présenter les jumelles sous le pire jour possible. Elles font de graves accusations de discrimination alors que je ne fais que suivre les protocoles de sécurité standards et les procédures de vérification. Simone examina leur confirmation de vol charter et leurs pièces d'identité d'étudiante avec la même suspicion et hostilité que ses collègues blancs avaient montré, son expression suggérant qu'elle traitait avec des fauteurs de troubles évidents et des criminels potentiels plutôt que des clients légitimes avec des documents appropriés. A-t-il une raison spécifique pour laquelle vous ne pouvez pas suivre nos procédures d'embarquement standard comme tous les autres clients, demanda-t-elle, son ton sec de désapprobation et de mépris à peine dissimulé. La trahison frappa comme un coup physique à la poitrine. Voici quelqu'un qui aurait dû comprendre leur situation instinctivement, quelqu'un qui aurait dû reconnaître le schéma systématique de traitement qu'elles avaient subi, quelqu'un qui avait probablement elle-même fait face à une discrimination similaire. Au lieu de cela, elle aidait activement à perpétuer le système même qui les oppressait tous. Nous suivons vos procédures toute la journée, répondit Zara prudemment, reconnaissant que toute manifestation d'émotion serait utilisée contre elle. Nous avons été soumises à un contrôle supplémentaire à chaque point de contrôle, avons une autre vol charter légitime illégalement annulé sans justification, et maintenant nous sommes accusés de fraude pour avoir tenté d'embarquer avec des documents appropriés. L'expression de Simone se durcit davantage, sa désapprobation devenant plus évidente et agressive. Je n'apprécie pas votre attitude ni vos accusations, jeune femme. Si vous continuez à faire des allégations infondées contre notre personnel professionnel, je serai forcé de vous refuser l'embarquement entièrement et de vous faire expulser des lieux. La menace était limpide. Taisez-vous. Acceptez le traitement discriminatoire en silence ou faites face à des conséquences encore pires, y compris une éventuelle arrestation. Zara regarda sa sœur, voyant son propre sentiment de défaite et de désespoir parfaitement reflété dans les yeux de Yolanda. Elles étaient épuisées, affamées et rapidement à court d'options. Leurs entretiens universitaires devaient commencer dans quelques heures seulement, et manquer ce vol charter signifierait manquer des opportunités qu'elles avaient travaillé des années à gagner. La discrimination systématique avait été assez grave lorsqu'elles venaient d'employés blancs. Mais cette trahison par quelqu'un qui aurait dû être une alliée fut comme le coup de grâce. Très bien, dit Zara discrètement, sa voix à peine un murmure. Nous comprenons. Mais alors que le capitaine Manning faisait une démonstration en examinant leurs documents une dernière fois, et qu'elle se préparait à accepter quelles que soient les miettes d'accommodement qui pourraient être offertes,
les deux jumelles documentaient secrètement tout sur leur téléphone. Elles avaient peut-être été forcées d'accepter ce traitement aujourd'hui, mais elles n'allaient pas laisser cela se terminer ici sans conséquence. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'une dernière humiliation dévastatrice les attendait avant qu'elles ne puissent atteindre leur siège. Ce qui suivit allait détruire les carrières de toutes les personnes impliquées. La passerelle s'étendait devant comme un dernier gant, et à son extrémité se dressait un dernier obstacle à leur voyage. Logan Cartwright, le coordinateur des services à bord de Skyline Executive, montait la garde à l'entrée de l'avion avec l'autorité nonchalante de quelqu'un qui avait jugé hâtivement les clients en fonction de leur apparence pendant des années. La plupart des passagers passaient devant lui avec une interaction minimale, un rapide coup d'œil à leur confirmation, un hochement de tête professionnel, et étaient accueillis à bord avec courtoisie et efficacité. Mais quand Zara et Yolanda s'approchèrent, le comportement de Logan bascula immédiatement dans le schéma désormais familier de suspicion et d'hostilité qu'elles avaient rencontré tout au long de leur épreuve à l'aéroport. « Attendez là, dit-il, s'interposant directement sur leur chemin et bloquant l'accès à l'avion. Je dois vérifier quelque chose d'important. » Il prit leur confirmation de vol charter et fit une démonstration élaborée en les examinant par rapport à un manifeste imprimé, bien qu'il était évident qu'il cherchait simplement à gagner du temps et à créer un autre spectacle public. D'autres clients furent forcés d'attendre derrière elle dans la file, créant exactement le genre de scène embarrassante qui avait caractérisé toute leur expérience à l'aéroport. Ces sièges étaient censés être assignés à d'autres clients, annonça Logan, bien qu'il ne lisait manifestement aucun document officiel ou manifeste. Il semble y avoir une confusion majeure concernant vos réservations et votre éligibilité à l'embarquement. La patience de Zara, complètement épuisée par des heures de mauvais traitement et de discrimination systématique, atteignit finalement son point de rupture absolue. Il n'y a aucune confusion, dit-elle, sa voix ferme mais remplie d'une juste colère. C'est le vol charter que nous avons arrangé après que notre réservation originale a été illégalement annulée sans justification. Nous avons été harcelés, retardés et discriminés à chaque étape de ce processus, et nous n'allons pas accepter plus de mensonges ou d'excuses. Les mots planèrent dans l'air comme un défi direct à l'ensemble du système. Le visage de Logan rougit de rage. Personne, surtout pas une adolescente noire, ne lui avait jamais parlé avec une telle franchise et une telle autorité morale. Ça suffit, grogna-t-il, tendant la main vers sa radio avec une satisfaction évidente. Sécurité à la passerelle S 4471. Nous avons des passagers perturbateurs nécessitant un renvoi immédiat de l'avion. En quelques minutes, deux agents de sécurité apparurent. Tom Bennett et Frank Miller, tous deux s'approchant avec la posture agressive et le comportement hostile d'hommes qui avaient déjà décidé que les jumelles étaient des criminels et des fauteurs de troubles avant d'entendre un seul mot d'explication. Quel semble être le problème ici, demanda Bennett, s'adressant directement à Logan plutôt qu'aux jumelles, signifiant clairement à quelle version des événements il était prêt à croire. Ces deux-là refusent d'accepter l'annulation de leur vol charter et font de fausses accusations contre plusieurs membres du personnel de la compagnie aérienne, expliqua Logan, dressant un tableau complètement fabriqué de la situation. Elles deviennent de plus en plus perturbatrices et interfèrent avec les procédures d'embarquement normales pour les clients légitimes. Nous ne sommes en aucun cas perturbatrices, protesta Yolanda avec toute la dignité qu'elle put rassembler, sa voix ferme malgré la pression croissante et les tactiques d'intimidation employées contre elle. Nous essayons simplement de comprendre pourquoi notre vol charter tout à fait légitime est constamment remis en question, annulé, et maintenant bloqué par des membres du personnel qui semblent déterminés à nous empêcher de voyager. Miller, le plus grand et le plus intimidant des deux agents de sécurité, s'avança avec l'intention évidente d'intimider physiquement les adolescentes. Sa corpulence projetait une ombre sur elle alors qu'il se positionnait inconfortablement près, utilisant sa taille comme une arme de guerre psychologique. « Madame, je vais devoir vous demander de baisser immédiatement la voix et de coopérer pleinement avec le personnel de la compagnie aérienne, dit-il d'un ton qui suggérait que la non-conformité entraînerait une arrestation immédiate. Toute résistance ou perturbation supplémentaire entraînera votre expulsion de ces lieux et d'éventuelles poursuites pénales. Nous coopérons toute la journée, répondit Zara, sa voix restant remarquablement calme malgré sa colère croissante et la situation de plus en plus menaçante. Nous nous sommes soumis à des fouilles illégales qui ont violé notre vie privée, avons accepté des modifications non autorisées à notre réservation de vol charter légitime, et avons subi un harcèlement et une discrimination systématique de la part de plusieurs employés. Nous n'allons plus être intimidés au silence, et nous n'allons certainement pas accepter d'être traités comme des criminels pour le crime de s'attendre à un traitement égal et à une dignité humaine fondamentale. La passerelle s'était transformée en un théâtre public,
avec d'autres clients enregistrant ouvertement la confrontation sur leur téléphone alors que la situation escaladait au-delà de ce que quiconque avait prévu. Certains passagers semblaient sincèrement sympathiques au sort des jumelles, reconnaissant une discrimination évidente quand ils la voyaient, tandis que d'autres semblaient convaincus qu'ils assistaient à l'arrestation légitime de fauteurs de troubles qui avaient finalement été pris dans leur tromperie. L'enregistrement des procédures de sécurité est strictement interdit par les réglementations de l'aviation fédérale, déclara Bennett avec autorité, bien qu'aucune procédure de sécurité réelle n'ait eu lieu, et qu'il déformait complètement la loi. Je demande à tout le monde de ranger immédiatement leur téléphone ou de faire face à une éventuelle détention et un interrogatoire. C'était un mensonge transparent conçu spécifiquement pour éliminer les témoins et empêcher la documentation de leurs actions discriminatoires. Mais plusieurs passagers continuèrent d'enregistrer, sentant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'historiquement significatif et moralement important. Logan sortit ce qui semblait être un manifeste imprimé et fit une démonstration élaborée en le consultant, bien que toutes les personnes présentes savaient qu'il cherchait simplement à créer une justification pour ses fausses allégations antérieures et son comportement discriminatoire. Ici, selon ce document officiel, annonça-t-il avec une autorité théâtrale. Ces sièges ont été réaffectés en raison d'exigences opérationnelles et de préoccupations de sécurité. Ces individus devront prendre des dispositions de transport alternatives immédiatement. Le vol charter n'est en aucun cas compromis sur le plan opérationnel, déclara Zara avec la précision factuelle qui avait fait d'elle la championne de débat de la Wellington Academy. Je peux clairement voir à travers la porte de l'avion que le jet est entièrement préparé au départ. La cabine est correctement configurée, et d'autres passagers embarquent normalement. Vous tentez de nous expulser parce que vous avez fait des hypothèses sur qui a sa place dans les avions privés basés entièrement sur notre race et notre âge. L'accusation directe de racisme planait dans l'air comme une charge explosive, et la réaction de Logan confirma son exactitude absolue, son visage déformé par une rage à peine contrôlée d'avoir ses véritables motivations exposées si clairement et publiquement. Ça suffit vos accusations et vos perturbations, grogna-t-il avec un venin non dissimulé. Vous deux êtes maintenant officiellement interdites de cet avion et de Skyline Executive Aviation de manière permanente. Sécurité, escortez-les hors des lieux immédiatement et assurez-vous qu'elles ne reviennent pas. Mais Zara n'avait pas encore fini. Avec la même calme précision et autorité morale qui avait fait d'elle la plus respectée des étudiantes de la Wellington Academy, elle sortit son téléphone et commença à passer ce qui allait s'avérer l'appel le plus lourd de conséquences de l'histoire de Skyline Executive Aviation. Nous appelons notre père, annonça-t-elle, sa voix tranchant le chaos avec une autorité absolue et une confiance inébranlable. Quelque chose de fondamental dans son ton, non pas suppliant, non pas désespéré, mais froidement certain et complètement maîtrisé, fit que toutes les personnes présentes s'arrêtèrent net. Logan, qui avait gesticulé de manière dramatique vers les agents de sécurité, s'arrêta au milieu d'un geste. Les gardes, qui se préparaient à expulser physiquement les jumelles de l'avion, hésitèrent incertains. D'autres passagers se rapprochèrent, sentant que la dynamique du pouvoir était sur le point de changer d'une manière que personne n'avait anticipée, car pour la première fois de la journée, Zara Whitmore ressemblait exactement à quelqu'un qui possédait un pouvoir réel, substantiel et potentiellement dévastateur. « Papa » dit Zara lorsque l'appel fut connecté, sa voix portant à travers la passerelle avec une clarté cristalline et une confiance absolue. « Nous sommes à l'aéroport exécutif de Miami et Skyline Executive Aviation refuse d'honorer notre réservation de vol charter légitime. Nous avons besoin de votre assistance et intervention immédiate. » La voix qui répondit à travers le haut-parleur du téléphone était calme, mesurée et portait l'autorité indubitable de quelqu'un qui était habitué à être obéi immédiatement et sans question par des personnes puissantes occupant des postes de grande responsabilité. « Zara, ma chérie, dis-moi exactement ce qui se passe là-bas. Prends ton temps et donne-moi tous les détails. » Logan tenta désespérément d'interrompre la conversation et de reprendre le contrôle de la situation qui se détériorait rapidement. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas passer d'appel personnel sur la passerelle pendant les procédures d'embarquement actives. C'est une violation des réglementations de l'aviation fédérale. » Et Monsieur Cartwright, la voix du téléphone le coupa avec une précision chirurgicale et une autorité glaciale. « C'est Victor Whitmore. Vous n'interromprez plus ma fille, et vous ne ferez plus aucune tentative de l'intimider ou de la faire taire. » Le sang se vida complètement du visage de Logan alors que les implications de ce nom le frappaient comme un coup physique. Victor Whitmore n'était pas n'importe quel parent inquiet faisant de vaines menaces. Il était le propriétaire, le PDG de Skyline Executive Aviation, et l'homme qui signait les chèques de paie de Logan et avait le pouvoir absolu de mettre fin à sa carrière d'un seul mot.
Les jumelles se regardèrent avec une surprise sincère et un étonnement croissant. Elles avaient toujours su que leur père avait réussi dans l'industrie de l'aviation, mais elles n'avaient jamais pleinement compris ou apprécié la véritable étendue de son influence, de son pouvoir et de son autorité au sein du secteur de l'aviation privée. Maintenant, continua Victor, sa voix portant à travers la passerelle pour que toutes les personnes présentes puissent l'entendre clairement. Je veux que vous écoutiez très attentivement ce que mes filles vont vous raconter sur leur expérience d'aujourd'hui, parce que ce que vous et vos collègues avez fait n'est pas seulement moralement répréhensible et juridiquement discutable. Cela va coûter à Skyline Executive Aviation tout ce qu'elle a travaillé à construire. Le silence qui suivit fut absolument assourdissant. Les agents de sécurité reculèrent incertains, réalisant soudain qu'ils pourraient être du mauvais côté d'une situation qui s'emballait bien au-delà de leur compréhension ou de leur contrôle. Logan ressemblait à un homme regardant toute sa carrière s'effondrer en temps réel. D'autres passagers se pressèrent encore plus près, sentant qu'ils étaient témoins de quelque chose dont on parlerait pendant des années. Le capitaine Preston Manning, qui avait surveillé la situation depuis le cockpit, émergea avec une inquiétude évidente et une panique croissante alors qu'il commençait à comprendre l'ampleur de ce qui se déroulait. « Monsieur Whitmore », dit Preston, sa voix tremblant légèrement alors qu'il essayait de sauver une situation de plus en plus impossible. « Je suis le capitaine Manning. Je suis sûr que nous pouvons résoudre tout malentendu rapidement et professionnellement. Il y a peut-être eu des erreurs de communication ou de confusion de procédure. » Capitaine Manning, la voix de Victor devint encore plus froide et dangereuse. Il n'y a eu aucun malentendu ni erreur de communication. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est une discrimination raciale systématique, délibérée et documentée contre mes filles par plusieurs employés de mon entreprise. Elles ont été harcelées, humiliées et menacées d'arrestation pour le crime d'avoir tenté d'utiliser un service de vol charter qui a été légitimement acheté et dûment confirmé. Les mots de Victor frappèrent comme des coups de marteau, chaque accusation plus accablante que la précédente. L'ampleur de ce qui s'était passé devenait claire, non seulement pour les participants immédiats, mais pour toutes les personnes à portée de voix. « Zara, Yolanda », dit Victor, sa voix s'adoucissant lorsqu'il s'adressa directement à ses filles. « Je vous demande de rester exactement où vous êtes et de continuer à documenter tout ce qui se passe. Ne bougez pas de cet endroit. N'acceptez aucune offre ni compromis de la part du personnel de la compagnie aérienne, et continuez à enregistrer chaque interaction. Je mets en œuvre le protocole d'urgence alpha immédiatement. » Les jumelles échangèrent des regards confus, n'ayant jamais entendu parler d'un tel protocole au cours de toutes leurs années à écouter leur père discuter d'affaires. « Qu'est-ce que le protocole alpha, papa » demanda Yolanda avec une curiosité sincère. « Vous comprendrez dans environ 2 minutes, répondit Victor avec une satisfaction sombre et une colère à peine contrôlée. Parce que chaque personne qui vous a traité comme des criminels aujourd'hui est sur le point d'apprendre exactement pourquoi j'ai gardé secrète ma propriété de cette entreprise et pourquoi c'était la plus grande erreur qu'ils auraient pu faire. Dans tout le terminal, les panneaux d'affichage des départs commencèrent à clignoter de manière menaçante avec des mises à jour qui allaient envoyer des ondes de choc à travers toute l'industrie de l'aviation privée. Vol charter après vol charter, vol après vol, tout commença à afficher le même statut sans précédent, retardé. Révision opérationnelle requise. « Qu'est-ce qui arrive à tous les vols » demanda quelqu'un dans la foule avec une inquiétude croissante. La voix de Victor portait un ton de satisfaction sombre mêlé d'une juste colère alors qu'il expliquait l'ampleur de sa réponse. Le protocole d'urgence alpha signifie que chaque avion Skyline Executive actuellement sur le tarmac, aux portes, ou en préparation pour le départ est immédiatement cloué au sol en attendant une enquête complète sur les pratiques discriminatoires et les violations systématiques des droits civiques. Aucun avion Skyline Executive ne bougera tant que je ne serai pas personnellement satisfait que cette entreprise mérite de fonctionner. L'ampleur de la réponse de Victor Whitmore laissa tout le monde sans voix et luttant pour comprendre ce à quoi ils assistaient. Logan Cartwright, qui quelques instants auparavant avait confronté agressivement 2 adolescentes avec la confiance de quelqu'un qui détenait tout le pouvoir, ressemblait maintenant à un homme face à sa propre exécution professionnelle. « Monsieur », dit Preston Manning prudemment, sa voix tremblante alors qu'il essayait de saisir toutes les implications de ce qui se passait. « C'est le capitaine Manning. Je suis sûr que nous pouvons résoudre rapidement et professionnellement tout malentendu. Il y a peut-être eu des erreurs de communication ou de confusion de procédure. » Capitaine Manning, la voix de Victor portait un calme mortel et une autorité absolue. Il n'y a eu aucun malentendu ni erreur de communication. Ce qui s'est passé ici est une discrimination raciale systématique, capturée par de multiples caméras de sécurité, attestée par des dizaines de personnes et documentée par mes filles en temps réel.
Plus important encore, cela représente un schéma de comportement que je réalise maintenant qui couvait au sein de mon entreprise depuis des années alors que je faisais confiance à d'autres pour maintenir les normes de dignité et de respect qui devraient définir chaque interaction avec un client. Les implications étaient vertigineuses et allaient bien au-delà de la situation immédiate. Victor ne réagissait pas seulement au traitement de ses filles. Il reconnaissait que leur expérience avait révélé des problèmes systémiques qui exigeaient une enquête complète et une transformation radicale. D'autres clients dans tout le terminal regardaient ouvertement et enregistraient. Beaucoup diffusaient en direct la confrontation alors que la nouvelle se répandait rapidement sur les réseaux sociaux concernant ce qui se déroulait à l'aéroport exécutif de Miami. Le hashtag Skyline Executive Discrimination commençait déjà à être en vogue alors que l'histoire se répandait bien au-delà des confins du terminal d'aviation privé. Kyle Morrison, le superviseur des opérations au sol qui avait initié l'épreuve des jumelles, apparut à la passerelle avec une panique évidente et du désespoir inscrit sur son visage. « Monsieur Whitmore, dit-il, essoufflé. Je suis Kyle Morrison des opérations au sol. S'il y a eu des erreurs dans le traitement aujourd'hui, je suis sûr que nous pouvons les résoudre immédiatement et faire partir vos filles sans aucun délai supplémentaire. » Monsieur Morrison, répondit Victor avec de la glace dans sa voix. Vous avez personnellement dit à mes filles que certaines personnes doivent comprendre que l'aviation privée n'est pas pour tout le monde. Vous avez annulé leur vol charter légitime sans justification, les avez accusées de fraude, et, confrontées à la preuve de leur légitimité, vous avez suggéré qu'elles devraient être reconnaissantes que les compagnies aériennes commerciales existent pour les personnes dans leur situation. Voudriez-vous expliquer exactement ce que vous entendiez par ces commentaires ? Le visage de Kyle devint blanc alors qu'il réalisait que chaque mot discriminatoire qu'il avait prononcé lui était cité textuellement, apparemment à partir de dossiers détaillés qui avaient été tenus tout au long de la journée. Monsieur, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu sur mes commentaires. Je suivais simplement les procédures de vérification standard. Monsieur Morrison, Victor le coupa sans pitié. Mes filles ont des enregistrements de vos mots exacts. Des caméras de sécurité ont capturé votre comportement, et de multiples témoins ont observé vos actions discriminatoires. Il n'y a eu aucun malentendu. Il y a eu un racisme délibéré et systématique dirigé contre des clients payants parce que vous avez fait des suppositions basées entièrement sur leur race et leur âge. L'audience disciplinaire de Parker Mitchell fut tout aussi accablante. Ces tentatives de justifier les fouilles invasives et le traitement discriminatoire s'effondrèrent sous examen. Monsieur, un contrôle de sécurité renforcé est parfois nécessaire face à des situations inhabituelles ou des comportements suspects, affirma-t-il faiblement. Monsieur Mitchell, répondit Victor avec une fureur à peine contrôlée. Qu'y avait-il de suspect chez deux étudiantes d'honneur bien habillées avec des pièces d'identité appropriées et des confirmations de vol charter légitimes? Quels comportements ont-elles manifesté qui justifiaient des fouilles invasives, l'examen de leurs appareils électroniques personnels et des commentaires publics sur le fait d'être très prudent avec ce genre de personnes? La seule chose inhabituelle dans la situation a été votre décision de les traiter différemment en fonction de leur apparence. Paige Sterling et Lance Morrison du Sky Lounge Café étaient également arrivés, tous deux semblant de plus en plus paniqués alors qu'ils commençaient à comprendre l'ampleur de ce dans quoi ils s'étaient impliqués. Monsieur Whitmore, commença Lance nerveusement. S'il y a eu des problèmes de service dans notre établissement, je vous assure qu'ils seront traités immédiatement par nos procédures standards de résolution des plaintes. Monsieur Morrison, la voix de Victor était maintenant ouvertement hostile. Vous avez personnellement dit à mes filles qu'elles n'étaient pas les bienvenues dans votre établissement, avez fait asseoir d'autres clients avant elles malgré leur arrivée antérieure, et avez ordonné à votre personnel de ne pas les assister. Quand une serveuse a tenté d'aider, vous lui avez explicitement dit de rester loin de mes filles. Ce n'était pas un problème de service. C'était une exclusion systématique basée sur la race. Alors que chaque employé était confronté aux preuves de son comportement discriminatoire, l'ampleur de ce qui s'était passé devenait de plus en plus claire. Ce n'était pas une série d'incidents isolés ou de malentendus malheureux. C'était un schéma coordonné de discrimination qui avait été accepté comme procédure de fonctionnement normale. Mais la révélation la plus dévastatrice était encore à venir. De plus, continua Victor sans relâche, j'ai passé les 2 dernières heures à examiner les images de sécurité, les dossiers du service client et les communications des employés concernant les événements d'aujourd'hui. Ce que j'ai découvert, c'est que cette discrimination systématique contre mes filles n'était pas une aberration. Elle était entièrement cohérente avec la façon dont cette entreprise traitait les clients minoritaires depuis des années, alors que je faisais confiance à d'autres pour maintenir nos normes. Les mots frappèrent comme une explosion nucléaire.
Victor Whitmore n'était pas seulement en colère à cause du traitement de ses filles. Il reconnaissait que leur expérience avait exposé une culture d'entreprise qui avait systématiquement trahi les principes mêmes qu'il pensait avoir établis. En quelques heures après la mise en œuvre du protocole d'urgence de Victor Whitmore, l'aéroport exécutif de Miami s'était transformé en l'épicentre d'une conversation nationale en rapide expansion sur la discrimination dans l'industrie de l'aviation. Des équipes de presse, des défenseurs des droits civiques et des enquêteurs fédéraux affluèrent vers l'établissement alors que l'histoire de deux adolescentes noires systématiquement discriminées par des employés de la propre entreprise de leur père faisait la une des journaux à travers le pays. Les jumelles, toujours debout sur la passerelle où la confrontation avait atteint son paroxysme, se retrouvèrent entourées d'une foule croissante de partisans, de témoins et d'enquêteurs qui documentaient chaque détail de ce qui s'était passé. Leurs téléphones étaient devenus des dépôts de preuves qui s'avéreraient cruciales dans l'enquête complète qui commençait déjà. Victor arriva à l'aéroport en personne dans les 2 heures, accompagné d'une redoutable équipe d'avocats spécialisés dans les droits civiques, d'enquêteurs d'entreprise, d'experts en conformité fédérale et de spécialistes des relations publiques qui commencèrent immédiatement le processus complexe de documentation de la discrimination systématique et de mise en œuvre de réformes complètes. Lorsqu'il entra dans le terminal où ses filles attendaient, les retrouvailles furent à la fois profondément émouvantes et profondément puissantes. L'homme qui venait de paralyser toute une compagnie aérienne pour défendre la dignité de ses enfants les étreignit avec la féroce protection d'un parent qui ne reculerait devant rien pour assurer la justice. « Papa » dit Zara en le serrant fort. « Nous sommes désolés d'avoir perturbé vos réunions et d'avoir causé une telle crise massive pour l'entreprise. »« Ma chérie » répondit Victor, serrant les 2 jumelles contre lui. « Vous n'avez rien perturbé ni causé de crise. Vous avez exposé quelque chose qui avait désespérément besoin d'être exposé, et je suis incroyablement fier de la façon dont vous vous êtes comporté avec dignité et courage tout au long de cette épreuve. La crise était déjà là. Vous nous avez juste forcés à y faire face honnêtement. » L'enquête qui suivit fut rapide, complète et dévastatrice dans ses conclusions. Les images des caméras de sécurité confirmèrent chaque détail du récit des jumelles avec une clarté cristalline. Les registres numériques prouvèrent que leur vol charter avait été légitimement réservé et payé sans aucun problème de paiement. Les enregistrements audio capturèrent chaque commentaire discriminatoire, chaque fausse accusation et chaque tentative de les intimider ou de les faire taire. Mais l'enquête révéla quelque chose d'encore plus troublant que les incidents immédiats. Ce n'était pas un cas isolé de préjugés individuels, mais plutôt un schéma systématique de comportements discriminatoires qui affectait les clients minoritaires depuis des années. Monsieur Whitmore, rapporta Jennifer Chen, l'enquêtrice principale des droits civiques. Notre examen préliminaire a mis en évidence un schéma documenté de comportements discriminatoires affectant au moins 73 clients au cours des 3 dernières années. Les clients minoritaires étaient régulièrement soumis à un examen supplémentaire, interrogés sur leur capacité à se permettre les services, et dans de nombreux cas, se sont vus refuser le service entièrement en fonction des suppositions des employés concernant leur légitimité en tant que clients. La mâchoire de Victor se serra de colère et d'une profonde déception alors qu'il examinait les preuves accumulées. De combien de clients parlons-nous au total, et quelle était l'ampleur de la nature systématique de cette discrimination? Sur la base des plaintes du service client, des images de sécurité et des communications des employés que nous avons examinées jusqu'à présent, nous examinons potentiellement plus de 100 cas documentés de traitements discriminatoires, le nombre réel étant probablement nettement plus élevé en raison de la sous-déclaration. La discrimination semble avoir été non seulement systématique, mais activement encouragée par la direction intermédiaire qui considérait certains groupes démographiques comme intrinsèquement suspects ou illégitimes. L'ampleur du problème était vertigineuse et allait bien au-delà de tout ce que Victor avait imaginé possible au sein de sa propre entreprise. La culture d'entreprise qu'il pensait avoir établie avait été systématiquement sapée par des employés qui se sentaient autorisés à discriminer en fonction de leurs préjugés personnels. Kyle Morrison, le superviseur des opérations au sol qui avait initié l'épreuve des jumelles, fut parmi les premiers à faire face aux conséquences. Sa tentative de fournir une explication défensive lors de son audience disciplinaire ne fit qu'aggraver sa situation. « Monsieur Whitmore, je veux que vous compreniez que je suivais simplement des procédures que je croyais être dans le meilleur intérêt de l'entreprise, dit-il désespérément. Quand j'ai vu 2 adolescents avec un vol charter de grande valeur, j'ai pensé qu'il était de ma responsabilité de vérifier leur légitimité plus attentivement. » Monsieur Morrison, répondit Victor avec une précision froide. Vous n'avez rien vérifié plus attentivement. Vous avez fait des suppositions basées entièrement sur leur race et leur âge, avez annulé leur vol charter légitime sans justification, et, confronté à la preuve de leur légitimité,
vous avez suggéré qu'elle devrait être reconnaissante pour les options des compagnies aériennes commerciales. Ce n'était pas suivre des procédures. C'était mettre en œuvre vos préjugés personnels comme politique d'entreprise. L'audience disciplinaire de Parker Mitchell fut tout aussi accablante. Ses tentatives de justifier les fouilles invasives et le traitement discriminatoire s'effondrèrent sous examen. Monsieur, un contrôle de sécurité renforcé est parfois nécessaire lorsqu'il s'agit de situations inhabituelles ou de comportements suspects, affirma-t-il faiblement. Monsieur Mitchell, répondit Victor. Qu'y avait-il de suspect chez deux étudiantes d'honneur bien habillées avec des pièces d'identité appropriées et des confirmations de vol charter légitimes? Quels comportements ont-elles manifestés qui justifiaient des fouilles invasives, l'examen de leurs appareils électroniques personnels et des commentaires publics sur le fait d'être très prudent avec ce genre de personnes? La seule chose inhabituelle dans la situation a été votre décision de les traiter différemment en fonction de leur apparence. L'audience du capitaine Preston Manning révéla la profondeur du biais institutionnel qui avait infecté les opérations de l'entreprise. Sa défense fut peut-être la plus révélatrice de toutes. Monsieur Whitmore, en 15 ans passés dans cette entreprise, j'ai toujours essayé de maintenir les normes les plus élevées de sécurité et de sûreté. Parfois, cela exige de prendre des jugements difficiles sur la légitimité des passagers, dit-il, apparemment croyant que cela justifiait en quelque sorte ses actions. Capitaine Manning, répondit Victor avec une fureur à peine contrôlée. Vous n'avez pris aucun jugement sur la légitimité des passagers. Vous avez participé au harcèlement systématique de clients légitimes, créé de fausses alertes de sécurité pour justifier la discrimination, et menacé de les faire arrêter pour avoir remis en question votre comportement non professionnel. Vos 15 ans d'expérience ne vous ont apparemment rien appris sur la façon de traiter tous les clients avec une dignité et un respect égaux. Mais l'audience disciplinaire la plus décevante impliqua Simone Bradford, la superviseure noire, dont la trahison avait été particulièrement douloureuse pour les jumelles. Monsieur Whitmore, dit-elle lors de son audience, j'ai travaillé incroyablement dur pour atteindre ma position dans cette entreprise, et j'ai toujours essayé de maintenir des normes professionnelles et d'éviter toute apparence de favoritisme ou de traitement spécial. Madame Bradford, répondit Victor avec une profonde tristesse. Vous n'avez pas évité le favoritisme. Vous avez mis en œuvre une discrimination systématique contre des personnes qui vous ressemblaient afin de protéger votre position au sein d'un système biaisé. Au lieu d'utiliser votre autorité pour assurer un traitement égal, vous êtes devenu complice de la perpétuation des préjugés mêmes qui ont sans aucun doute affecté votre propre avancement de carrière. Les conséquences pour les employés impliqués furent rapides et décisives. Mais la réponse de Victor alla bien au-delà de la punition individuelle. 6 mois après l'incident qui avait cloué au sol toute la flotte de Skyline Executive Aviation, l'entreprise ressemblait peu à son ancien moi. La transformation n'avait pas été facile, confortable ou bon marché. Changer une culture d'entreprise qui avait permis une discrimination systématique pendant des années exigeait plus que des changements de politique et des vidéos de formation. Elle exigeait une reconstruction fondamentale de la façon dont l'entreprise percevait sa relation avec les clients, les employés et la communauté plus large qu'elle servait. Le conseil de responsabilité et de justice que Victor avait créé se réunissait dans les installations de formation rénovées de Skyline Executive à Miami, un groupe diversifié de 25 personnes chargées de redéfinir l'approche de l'entreprise en matière de service client, de relations avec les employés et de responsabilité d'entreprise. Le conseil comprenait des experts en droit civique, des spécialistes du service client, d'anciennes victimes de discrimination, des leaders communautaires et, de manière plus surprenante pour certains observateurs, plusieurs des employés qui avaient discriminé les jumelles. Kyle Morrison était assis inconfortablement à la table de conférence polie, écoutant avec une compréhension et une honte croissante alors que Rosa Kingsley décrivait l'impact psychologique de la discrimination au travail sur les employés qui en étaient témoins mais se sentaient impuissants à intervenir efficacement. Chaque fois que je voyais Lance faire des commentaires racistes sur les clients ou que je regardais des collègues traiter différemment les clients minoritaires, j'avais l'impression de mourir un peu plus à l'intérieur, expliqua Rosa avec une honnêteté douloureuse. Mais j'avais désespérément besoin de mon travail pour soutenir ma famille. Et j'étais terrifié des conséquences si je parlais. Alors je suis restée silencieuse, je me suis haï pour ma lâcheté, et je suis devenue complice d'un système que je savais fondamentalement faux. Kyle remua inconfortablement sur son siège alors que ses mots faisaient mouche. 6 mois d'ateliers intensifs, de formation de sensibilisation et de témoignages de victimes l'avaient forcé à confronter des schémas dans son propre comportement qu'il avait auparavant rationalisés comme des pratiques commerciales normales. La formation n'avait pas seulement consisté à apprendre de nouvelles politiques et procédures.
Il s'agissait de comprendre l'impact humain profond de ces actions discriminatoires et de développer une empathie sincère pour les personnes qui l'avaient lésé. Je ne me suis jamais considéré comme une personne raciste, admis Kyle lors d'une session particulièrement difficile et émotionnellement chargée. Je me suis convaincu que je faisais simplement mon travail professionnellement et que je suivais les procédures de vérification standard. Mais en écoutant toutes ces histoires et ces témoignages, je réalise maintenant que je créais des normes et des procédures différentes pour différentes personnes basées entièrement sur des suppositions et des stéréotypes que je ne reconnaissais même pas consciemment. La transformation de Parker Mitchell avait été encore plus spectaculaire et complète. L'agent de sécurité qui avait soumis les jumelles à des fouilles invasives et humiliantes travaillait maintenant directement avec les autorités fédérales et les organisations de défense des droits civiques pour identifier et éliminer les schémas de profilage discriminatoire dans les procédures de sécurité aéroportuaire, à l'échelle nationale. Je me suis convaincu qu'un contrôle renforcé de certains passagers protégeait tout le monde et était justifié par des préoccupations de sécurité, dit-il lors d'un entretien enregistré qui allait faire partie des matériels de formation complet de Skyline Executive. Mais quand j'ai honnêtement examiné mon processus de prise de décision et les données sur les menaces de sécurité réelles, j'ai réalisé que je contrôlais les gens en fonction de stéréotypes et de préjugés, et non d'indicateurs de sécurité légitimes. Je rendais tout le monde moins en sécurité en gaspillant du temps et des ressources sur des pratiques discriminatoires au lieu de me concentrer sur de réelles préoccupations de sécurité. La transformation la plus profonde s'était produite chez Simone Bradford, la superviseure noire, dont la trahison avait été particulièrement douloureuse pour les jumelles. Son parcours vers la compréhension et la responsabilisation avait été le plus difficile et le plus émotionnellement exigeant de tous les employés impliqués. Sa percée était venue lors d'une session de conseil particulièrement intense lorsqu'une jeune hôtesse de l'air noir décrivit qu'un superviseur lui avait dit de modifier sa coiffure naturelle parce qu'elle pourrait mettre certains clients mal à l'aise ou paraître non professionnels. J'ai dit exactement les mêmes mots à une nouvelle employée il y a seulement 18 mois, avait admis Simone, sa voix brisée par l'émotion et la honte. Je me suis dit que je l'aidais à réussir dans le monde de l'entreprise et que je la préparais aux réalités des affaires, mais je perpétuais en fait le même système discriminatoire qui m'avait forcé à renier et supprimer des parties de ma propre identité pour être accepté et progresser professionnellement. Le travail du conseil produisait des résultats mesurables et significatifs dans toute l'entreprise et l'industrie plus large. Skyline Executive avait mis en œuvre le programme anti-discrimination le plus complet du secteur de l'aviation privée, avec une formation obligatoire qui allait bien au-delà des exercices de diversité superficielle pour aborder les biais inconscients, les techniques d'intervention des témoins et le changement institutionnel systématique. Un système de signalement anonyme permettait aux clients et aux employés de signaler les interactions préoccupantes sans crainte de représailles ou de conséquences professionnelles. Plus important encore, ces rapports étaient pris au sérieux et enquêtés de manière approfondie, avec de réelles conséquences pour la discrimination avérée et un soutien significatif pour ceux qui l'avaient subi ou en avaient été témoins. L'entreprise avait également apporté des changements structurels fondamentaux pour prévenir toute discrimination future. Les pratiques d'embauche et de promotion ont été complètement repensées pour réduire les biais et assurer l'égalité des chances. Les mesures de satisfaction client ont été soigneusement ajustées pour s'assurer qu'elles ne pénalisaient pas involontairement les employés pour l'application égale des politiques à toutes les catégories de clients. La rémunération de la haute direction était maintenant partiellement liée aux indicateurs de diversité et d'inclusion, créant des incitations financières directes pour les dirigeants à prendre au sérieux les efforts anti-discrimination. Les analystes financiers et les experts de l'industrie avaient initialement prédit un désastre pour l'entreprise, certains prévoyant que Skyline Executive perdrait jusqu'à 30% de sa valeur marchande en détournant des ressources et de l'attention de l'efficacité opérationnelle vers des initiatives de justice sociale. Preston Harrington, un ancien membre du conseil d'administration qui avait été forcé de démissionner après avoir tenté de dissimuler la discrimination, avait été particulièrement vocal en prédisant l'effondrement inévitable de l'entreprise. Mais quelque chose de remarquable et d'inattendu s'était produit. Après une période initiale d'ajustement et un certain roulement de clients, les scores de satisfaction client de Skyline Executive avaient commencé à augmenter considérablement dans toutes les catégories démographiques. La rétention des employés s'était nettement améliorée, le personnel déclarant se sentir plus valorisé, respecté et fier de son environnement de travail. L'exode massif des clients commerciaux anticipés ne s'est jamais matérialisé. En fait, plusieurs grandes entreprises avaient spécifiquement transféré leurs contrats d'aviation privée à Skyline Executive, citant le leadership éthique et l'engagement de l'entreprise envers les droits civiques comme des facteurs qui s'alignaient sur leurs propres valeurs d'entreprise et initiatives de responsabilité sociale. Nous assistons à quelque chose qui ne devrait pas être surprenant, mais qui l'est malheureusement,
expliqua Victor lors d'une réunion du conseil 6 mois après le début de la transformation. Lorsque vous traitez tous les clients avec une dignité et un respect authentique, quelle que soit leur origine, lorsque vous créez un lieu de travail où tous les employés se sentent valorisés et soutenus, et lorsque vous démontrez un engagement authentique envers les droits civiques et la justice sociale, toute l'opération s'améliore considérablement. La discrimination n'était pas seulement moralement répréhensible. C'était fondamentalement une mauvaise affaire qui empoisonnait notre culture d'entreprise et limitait notre potentiel de croissance. Les jumelles étaient devenues de puissantes défenseurs du changement systématique, prenant la parole lors de conférences, consultant d'autres entreprises et travaillant avec des organisations de défense des droits civiques pour mettre en œuvre des programmes de responsabilisation similaires dans diverses industries. Leur histoire avait inspiré les jeunes à travers le pays et à l'étranger, démontrant que les individus pouvaient contester les systèmes discriminatoires et créer une transformation significative et durable. Mais leur test le plus important était encore à venir. Car dans une semaine, elle devait à nouveau voler avec Skyline Executive de Miami à New York pour voir si les changements étaient réels et permanents ou simplement des gestes cosmétiques de relations publiques conçus pour affronter la tempête médiatique. Si vous pensez que Zara et Yolanda méritent d'être traités avec le même respect et la même dignité que tous les autres clients, quelle que soit leur race ou leur âge, tapez le respect ci-dessous. Les conséquences de leur courage commençaient tout juste à remodeler toute une industrie. Des histoires de courage, de dignité et de justice comme celle de Zara et Yolanda inspirent des gens du monde entier à défendre ce qui est juste et à exiger un traitement égal. Ces jeunes femmes prouvent que défier la discrimination peut transformer des industries entières et créer un changement durable qui protège les générations futures. Faites-nous savoir de quel pays et de quelle ville vous regardez afin que nous puissions voir jusqu'où ces messages puissants de dignité humaine et de droits civiques atteignent notre communauté mondiale. Un an après leur expérience qui avait cloué au sol toute une compagnie aérienne, Zara et Yolanda Whitmore se tenaient de nouveau au terminal privé de l'aéroport exécutif de Miami. Elles étaient dans le même établissement où elles avaient été systématiquement discriminées, le même terminal où elles avaient été accusées de fraude et menacées d'arrestation, le même endroit où elles avaient été forcées de documenter les preuves de racisme et de se battre pour leur dignité fondamentale en tant qu'être humain. Mais tout était fondamentalement et radicalement différent. Maintenant, l'agent de la porte, une jeune femme latino nommée Sofia Rodriguez, vérifiait leur confirmation de vol charter avec une chaleur authentique et une efficacité professionnelle. Bonjour mesdames. New York aujourd'hui pour d'autres visites universitaires? Elle traita leurs documents sans examen excessif, les traitant avec la même courtoisie décontractée et le même respect qu'elle montrait à chaque client, quelle que soit son apparence ou son origine. Oui, répondit Zara, encore légèrement étonnée que cette interaction ordinaire et de routine, complètement banale pour la plupart des voyageurs, représentait une transformation si profonde par rapport à leur expérience dévastatrice précédente. Elles passèrent la sécurité avec un minimum de délai et un professionnalisme approprié. Le processus de contrôle fut minutieux mais respectueux, mené par des agents qui les traitèrent comme des clientes valorisées plutôt que comme des criminels potentiels. Leurs affaires furent manipulées avec soin. Leur vie privée fut respectée, et leur documentation fut traitée efficacement sans questions discriminatoires ni fouilles invasives. Au Sky Lounge Café, où elles s'étaient auparavant vues refuser le service et exclues en raison de leur race, elles furent immédiatement assises par une hôtesse qui s'excusa d'un bref délai pendant que leur table préférée était nettoyée et préparée. Le service fut attentif et professionnel, avec des membres du personnel qui les traitèrent comme des invités bienvenus plutôt que comme des intrus indésirables. Alors qu'elles montaient à bord de leur avion charter, elles furent accueillies par la capitaine Maria Santos, une pilote latino dont la coiffure naturelle et le comportement confiant auraient été jugés non professionnels sous les anciennes politiques discriminatoires de Skyline Executive. Elle les accueillit à bord avec une chaleur et une fierté authentiques, représentant le genre de diversité authentique que l'entreprise embrassait maintenant plutôt que de simplement tolérer à des fins de relations publiques. Bienvenue à bord, mesdames, dit la capitaine Santos avec un sourire qui reflétait une hospitalité sincère plutôt qu'une courtoisie artificielle. Nous sommes honorés de vous transporter à New York aujourd'hui, et j'espère que vous aurez une merveilleuse expérience avec Skyline Executive Aviation. Alors que l'avion montait vers l'altitude de croisière, les jumelles réfléchirent au remarquable voyage qui les avait menées à ce moment. La discrimination à laquelle elles avaient fait face avait été réelle, douloureuse et traumatisante, mais leur réponse avait créé des effets d'entraînement et des changements systématiques qu'elles n'auraient jamais imaginés possibles. Kyle Morrison dirigeait maintenant des sessions complètes de formation de sensibilisation pour les représentants du service client dans toute l'industrie de l'aviation, utilisant sa propre transformation, d'employé discriminatoire à défenseur des droits civiques, comme un exemple puissant de la possibilité de rédemption et de changement authentique.
Ces présentations étaient devenues une formation obligatoire dans plus de 40 compagnies aériennes à travers le pays. Parker Mitchell était devenu un consultant fédéral spécialisé dans l'élimination du profilage discriminatoire dans les procédures de sécurité aéroportuaire, travaillant avec l'administration de la sécurité des transports pour développer de nouveaux protocoles qui protégeaient à la fois la sécurité et les droits civiques. Son expertise dans la reconnaissance des schémas qu'il avait autrefois perpétrés le rendait uniquement qualifié pour aider à prévenir de futurs incidents de discrimination. Le capitaine Preston Manning avait entièrement quitté l'industrie de l'aviation et s'était inscrit à un programme de maîtrise en travail social et résolution de conflits. Son expérience d'avoir été tenu responsable de ces actions discriminatoires avait conduit à une profonde transformation personnelle, et il se consacrait maintenant à aider d'autres personnes à examiner leurs propres biais inconscients et à développer des perspectives plus inclusives. Simone Bradford avait été promue directrice de la diversité et de l'inclusion pour toutes les opérations de Skyline Executive, dirigeant les efforts de transformation de l'entreprise avec la passion et l'engagement de quelqu'un qui comprenait à la fois les dommages que la discrimination pouvait causer et l'importance profonde de créer des environnements véritablement inclusifs. Son parcours, de facilitatrice de la discrimination à championne des droits civiques, en avait fait l'une des voix les plus respectées dans les initiatives de diversité d'entreprise. Même Lance Morrison, le gérant du restaurant qui les avait exclus du Sky Lounge Café, avait subi une transformation personnelle et professionnelle significative. La chaîne de restaurants avait mis en œuvre le modèle anti-discrimination de Skyline Executive dans toutes ses succursales, Lance servant d'études de cas dans leur programme de formation complet sur l'importance de l'égalité de traitement et de l'hospitalité inclusive. Mais les changements s'étendaient bien au-delà de la transformation individuelle et des ajustements de politique d'entreprise. L'industrie de l'aviation dans son ensemble avait été forcée de confronter son traitement des clients minoritaires d'une manière qui aurait été inimaginable avant l'expérience des jumelles. Les audiences du Congrès avaient conduit à de nouvelles réglementations fédérales exigeant des rapports transparents sur les plaintes de discrimination et une formation standardisée pour tous les employés de l'industrie de l'aviation. D'autres compagnies aériennes et compagnies d'aviation privées avaient mis en œuvre leurs propres mesures de responsabilisation, bien qu'aucune ne soit aussi complète ou efficace que le programme révolutionnaire de Skyline Executive. Les jumelles avaient témoigné devant le Congrès, pris la parole dans de grandes universités et travaillé avec des organisations de défense des droits civiques pour étendre leur modèle antidiscrimination à d'autres industries, y compris l'hôtellerie, le commerce de détail, les soins de santé et les services financiers. Leur histoire était devenue un catalyseur de conversation plus large sur le racisme institutionnel et le pouvoir de l'action individuelle pour créer un changement social systématique. Alors que leur vol approchait de l'aéroport de LaGuardia, Zara ouvrit son ordinateur portable pour revoir ses notes pour la présentation du lendemain à la Columbia Law School, où elle était maintenant étudiante en deuxième année après avoir reporté son admission d'un an pour travailler à temps plein sur la défense des droits civiques. Yolanda étudiait les affaires internationales et l'éthique d'entreprise à Yale, concentrant ses travaux académiques sur le développement d'approches durables de la diversité et de l'inclusion dans les entreprises mondiales. Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente finale vers New York, annonça la voix de la capitaine Santos par l'interphone. Au nom de tout l'équipage, merci d'avoir choisi Skyline Executive Aviation. Nous savons que vous avez de nombreuses options en aviation privée, et nous sommes honorés que vous nous ayez fait confiance pour fournir non seulement un transport sûr et confortable, mais un service qui honore la dignité et la valeur de chaque passager qui vole avec nous. Les mots étaient plus qu'un script de marketing d'entreprise. Ils représentaient un changement fondamental dans la façon dont l'entreprise comprenait sa mission et ses responsabilités. Le transport ne consistait pas seulement à déplacer efficacement les gens d'un endroit à un autre. Il s'agissait de traiter chaque être humain avec le respect, la courtoisie et la dignité qu'il méritait, quelle que soit son origine, son apparence ou son statut social perçu. Alors qu'elles débarquaient à l'aéroport de LaGuardia, les jumelles furent approchées par une jeune fille noire, peut-être âgée de 9 ans, voyageant avec sa famille de Miami pour visiter des collèges avec sa sœur aînée. « C'est vous les jumelles qui avez changé la compagnie aérienne ?» demanda-t-elle avec la franchise innocente que seuls les enfants possèdent. Zara s'agenouilla à la hauteur des yeux de l'enfant, se souvenant de ses propres sentiments de vulnérabilité et de détermination exactement un an plus tôt. « Nous sommes Zara et Yolanda. »« Comment t'appelles-tu, ma chérie ?»« Je suis Zoé. Ma maman m'a dit que vous aviez fait en sorte que les gens comme nous soient traités de la même manière que tout le monde quand nous prenons l'avion. » Yolanda sentit des larmes se former dans ses yeux alors qu'elle réalisait l'impact profond de leur courage. Cet enfant ne connaîtrait jamais la peur, l'humiliation et la discrimination systématique qu'elles avaient subies. Elle voyagerait dans le monde avec une barrière de moins à surmonter, une source de moins d'anxiété et de stress,
Une raison de moins de se sentir comme une citoyenne de seconde zone dans son propre pays. C'est exactement ça, Zoé, dit Zara doucement mais fermement. Et tu sais ce qui est le plus important? Si quelqu'un te traite un jour injustement ou différemment à cause de ton apparence, tu as le droit de parler et d'exiger un meilleur traitement. Ta voix compte. Ta dignité est importante, et tu mérites d'être traité avec le même respect que tout le monde. L'enfant hocha la tête solennellement, absorbant la leçon avec le sérieux qu'elle méritait, puis courut vers ses parents, qui sourirent avec gratitude aux jumelles avant de disparaître dans la foule animée des voyageurs. Alors que Zara et Yolanda traversaient le terminal animé de LaGuardia vers leur prochain chapitre, elle emportait avec elle la profonde connaissance que leur courage avait créé quelque chose de bien plus significatif et durable qu'une justice individuelle. Elles avaient contribué à bâtir un monde où cette petite fille et d'innombrables autres comme elle pourraient voyager avec dignité et confiance, sachant que leurs droits seraient protégés et leur humanité respectée. Les jumelles firent une pause devant les grandes fenêtres donnant sur le tarmac, observant les avions de dizaines de compagnies aériennes différentes se préparer au départ. Chaque avion représentait des milliers de passagers qui bénéficieraient maintenant des changements à l'échelle de l'industrie qui avaient découlé de leur refus d'accepter la discrimination en silence. « Penses-tu parfois à ce que papa a dit ce jour-là sur la passerelle » demanda Yolanda pensivement. « À propos de comment nous n'avons pas causé de crise, mais en avons exposé une qui était déjà là. »« Chaque jour » répondit Zara, sa voix emplie d'une fierté tranquille et d'une détermination. « Mais je pense aussi à ce que nous avons prouvé à nous-mêmes et au monde, que lorsque vous refusez d'accepter les assez bons comme réellement assez bons, lorsque vous exigez que les institutions soient à la hauteur de leurs valeurs déclarées plutôt que de leurs pratiques cachées, le vrai changement devient non seulement possible, mais inévitable. » Leurs téléphones vibrèrent simultanément avec une alerte de nouvelles qui les fit sourire toutes les deux. L'administration fédérale de l'aviation annonce des exigences complètes de formation anti-discrimination pour tous les employés de l'aviation commerciale et privée à l'échelle nationale, basée sur le modèle révolutionnaire de Skyline Executive développé après l'incident Whitmore. Yolanda sourit à sa sœur. On dirait que notre travail a un impact encore plus grand que nous ne l'avions réalisé. C'est toujours le cas quand on se bat pour quelque chose de plus grand que soi, acquiesça Zara. Chaque génération doit choisir d'accepter le monde tel qu'il existe actuellement ou de se battre courageusement pour le monde tel qu'il devrait être. Alors qu'elle descendait dans le système de métro, rejoignant la foule incroyablement diversifiée de New-Yorkais rentrant chez eux après une autre journée de travail et de rêve, elle emportait avec elle la connaissance inébranlable que le courage individuel, lorsqu'il est combiné à la responsabilisation institutionnelle et au changement systématique, pouvait créer une transformation qui a duré bien au-delà de toute histoire unique ou victoire personnelle. Les jumelles avaient commencé leur voyage en tant que passagères refusées d'embarquement en raison de discrimination raciale. Elles le terminaient en tant que dirigeantes reconnues qui avaient aidé à construire une société plus juste et équitable, un changement de politique, un programme de formation, un cœur et un esprit transformés à la fois. Leur père avait absolument raison sur le fait que la transformation exigeait du feu et de la lutte. Mais elles avaient appris quelque chose d'encore plus important et puissant. Lorsque vous refusez d'être consommé ou vaincu par ce feu, lorsque vous restez ferme dans votre dignité et luttez stratégiquement pour la justice, vous pouvez utiliser ce même feu pour forger quelque chose de plus fort, de plus beau et de plus équitable que ce qui existait auparavant. Leur courage a tout changé. L'appel téléphonique qui avait cloué au sol une compagnie aérienne entière avait finalement élevé toute une industrie à des normes plus élevées. La discrimination qui était destinée à les diminuer et les faire taire avait au lieu de cela amplifié leur voix et leur message à travers le monde. Le système qui avait systématiquement tenté de les exclure et de les marginaliser avait été fondamentalement transformé pour protéger et responsabiliser les générations futures. Et dans les salles de conférences et les centres de formation à travers l'Amérique et le monde entier, dans les aéroports et les salles de conseil et les palais de justice, les gens continuaient d'apprendre et de mettre en œuvre la leçon puissante que Zara et Yolanda Whitmore avaient enseignée par leur courage, que la dignité humaine n'est jamais négociable, que la justice n'est jamais facultative, et qu'un changement significatif est toujours possible lorsque les gens ont le courage moral d'exiger à la fois l'égalité et la responsabilisation. La transformation de Skyline Executive Aviation était désormais achevée, mais l'œuvre bien plus vaste consistant à bâtir une société juste se poursuivait avec une énergie ardente et un espoir renouvelé. Car, dans un monde où la discrimination persistait encore sous d'innombrables formes et à travers d'innombrables institutions, il resterait toujours des systèmes à défier, des barrières à franchir, des victoires à conquérir, et des générations entières de jeunes à inspirer, avec cette conviction profonde que leur voix avait du poids et que leur courage pouvait véritablement changer le cours du monde. Et quelque part, à l'aéroport exécutif de Miami, devant la même porte où, autrefois,
2 adolescentes avaient été refusées d'embarquement à cause de la couleur de leur peau, des passagers venus de toutes origines montaient désormais à bord de leur vol avec la dignité, le respect et l'égalité de traitement que tout être humain mérite. C'était là le témoignage vivant, vibrant, presque palpable, de 2 jeunes femmes qui avaient refusé d'accepter moins que la justice, et qui, par leur détermination, avaient bouleversé toute une industrie. Les Jet Skyline Executive, autrefois symboles d'exclusion et de discrimination, étaient devenus des emblèmes éclatants d'inclusion, d'égalité et de ce pouvoir transformateur que possède le courage moral. Chaque départ n'emportait pas seulement des passagers vers leur destination, mais portait aussi la promesse que l'arc de la justice, lorsqu'il est tendu par des mains résolues et des cœurs intrépides, s'incline véritablement vers l'égalité et la dignité humaine pour tous. Merci à tous ceux qui ont écrit le mot « respect » et à ceux qui, depuis chaque coin du globe, ont partagé leur localisation. Votre soutien mondial a une valeur inestimable. Si ces récits vous inspirent, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et contribuer à diffuser d'autres histoires bouleversantes de courage et de justice. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire au pouvoir inébranlable de la vérité.